notamment l'article 99. Je vais vous citer les premières lignes sur l'infraction, sur la diffamation. L'infraction de diffamation n'est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée, ça on est d'accord, mais aussi lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 années. Donc ça veut dire que même si la véracité des faits est établie, si ça se rapporte à plus de 10 ans, ça ne marche plus. Donc, moi, je ne sais pas si je comprends bien, mais moi, je donne par exemple un exemple. Plutôt que de parler d'un retour des Probago, par exemple, parlons de Carrefour, du Carrefour à Djokwe, quand il y a eu des attaques sur le quartier Carrefour à Djokwe. Si dans 10 ans ou dans quelques années, en 2022, je parle de ce fait-là, on peut me reprocher que ce soit diffamatoire, en fait, puisque ça dépend de l'interprétation des juges et ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Si, par exemple, les pro-Gbagbo reviennent au pouvoir et que dans 10 ans, je dis Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite, pour les pro-Gbagbo, ça peut être diffamatoire. Donc, pour moi, cet article pose problème. Autre chose, à moins que je ne l'ai pas bien compris, autre chose aussi, dans un article, je ne me souviens plus lequel, on dit que le journaliste n'est pas tenu de révéler ses sources, sauf si la loi lui en fait obligation. Mais il n'y a rien qui est dit de plus. Donc, quelle loi, dans quel cadre on est obligé de révéler nos sources? Et en plus, en tant que professionnel, devoir parfois révéler ses sources, ça veut dire qu'on n'a plus la confiance des gens à qui on va parler non plus. Donc voilà, pour moi, c'est les deux articles qui posent les problèmes. Cette loi sur la presse, parce que beaucoup la lient aux événements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2017. Et en particulier l'arrestation pendant et la mise en garde à vue de quelques journalistes. Ces projets ont été adoptés en Conseil des ministres, je le dis très clairement, en août 2016. Donc c'est des projets adoptés en Conseil des ministres en août 2016, transmis à l'Assemblée nationale en septembre 2016. Chacun sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre septembre 2016 et aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. Le renouvellement de l'Assemblée nationale, la nouvelle constitution, les événements de début janvier. Il a fallu attendre que l'Assemblée nationale s'installe, qu'elle mette en place son bureau, etc., etc. Donc tout cela a mis beaucoup de temps. Ce qui explique que cette loi ou ces deux lois ne soient évoquées que maintenant. Si l'Assemblée nationale avait été en place pendant tout ce temps, je pense que bien avant janvier, ces lois auraient été adoptées à l'Assemblée nationale, elles seraient probablement passées. La première chose. La deuxième chose, ces lois ont pris en compte des discussions qui ont eu lieu avec l'ensemble des professionnels ivoiriens du secteur de la presse. Premièrement, à travers ce qui s'est appelé à l'époque les États généraux de la presse, qui ont eu lieu à Yamoussoukro en août 2012. Et ensuite, il y a eu un séminaire à Grand-Bassam en 2014, quand il y a eu le changement de ministère, un séminaire donc s'est tenu à Grand-Bassam, justement pour reprendre les conclusions des États généraux et les rafraîchir, les mettre au goût du jour, ce qui a permis, en définitive, d'aller vers des projets de loi, les deux projets de loi qui sont aujourd'hui connus. En 2012, c'était le ministre Coty. En 2014, c'était la ministre Afoussi Bamba. Si, à mon arrivée à la tête du ministère de la Communication, ces projets de loi n'avaient pas fait l'objet d'adoption par le gouvernement, j'aurais probablement utilisé la même méthodologie. Mais en 2017, à ma nomination, je l'ai indiqué tout à l'heure, les deux textes étaient déjà adoptés par le Conseil des ministres, étaient déjà transmis à l'Assemblée nationale. Donc on n'ouvre pas des discussions avec les professionnels sur des textes qui sont déjà adoptés au Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale. Ce qui explique que cette discussion n'ait pas eu lieu. Donc ce n'est pas une fermeture, ce n'est pas du tout l'intention de cacher quoi que ce soit à la presse, parce qu'on nous a dit, oui, mais c'est allé tellement vite qu'on a eu l'impression que vous avez voulu cacher quelque chose. Une fois que les projets de loi sont transmis à l'Assemblée nationale, le maître des horloges devient l'Assemblée nationale.
Nous avons été convoqués nous-mêmes le 2 mai, pour être à l'Assemblée nationale le 5 mai pour présenter ces textes. Entre le 2 et le 5, vous voyez bien que nous aurions pu demander du temps nous-mêmes pour entrer davantage dans ces textes-là. Mais nous nous sommes efforcés en 3 jours de rentrer dans ces textes suffisamment pour en comprendre complètement la substance et discuter avec les députés. Il y a eu 6 heures de discussion à l'Assemblée nationale, donc ça montre bien que ce n'est pas une caisse d'enregistrement. Les discussions ont été franches, ont été directes, ont été vives à certains moments. J'ai bien perçu que certains députés avaient été bien briefés, bien coachés par des hommes de presse. Tant mieux. Tant mieux. Mais il a fallu leur apporter toutes les réponses. Donc, quand on fait 6 heures de discussion sur un texte, ça veut dire qu'on l'a passé dans toutes ses coutures en revue, que pratiquement tous les mots ont été lus, relus. Et à la fin, le vote a été à l'unanimité sur ces 2 textes. Là aussi, pour montrer que toute la procédure suivie est la procédure habituelle pour tous les textes qui sont pris dans le pays. Peut-être terminer sur cette première partie en indiquant que, comme dans tous les pays du monde, il y a un législateur, et c'est l'État. L'État peut éventuellement entendre les populations, mais il faut savoir que les populations, étant représentées à l'Assemblée nationale, cette étape est prévue à l'Assemblée nationale. Mais malgré cela, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a eu les États généraux de la presse, il y a eu le séminaire de Grand Bassam, tout cela pour discuter avec un corps dont nous savons l'importance au plan de la nation. Ensuite, il y a, là maintenant pour entrer dans le contenu, des évolutions claires dans ces 2 textes de loi. Je vais en mentionner quelques-unes. Premièrement, la prise en compte de la réglementation de la presse en ligne. Ça, certains veulent en faire un point négatif, bien au contraire. Bien au contraire. Nous sommes dans un monde qui évolue, dans un monde où les technologies changent, dans un monde où chacun de nous, dans ses usages tous les jours, change également. Il y a quelques années, beaucoup s'informaient presque exclusivement à travers les journaux papier. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en train de se faire. On s'informe davantage sur les réseaux, sur la presse en ligne, que dans la presse papier. Donc, on ne peut pas ignorer cette évolution de notre société. Ce qui explique l'extension donc, du texte de 2004 à tout le contenu donc, qui est aujourd'hui présenté à travers les réseaux numériques. Je devrais dire que, de notre point de vue, il n'y a pas de débat à faire sur ça, parce que le risque qu'il peut y avoir dans la presse papier est aujourd'hui un risque qu'on retrouve davantage dans la presse numérique, avec un potentiel ou un risque qui est beaucoup plus important parce qu'il est démultiplié à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, une information fausse en ligne, elle peut atteindre plusieurs millions de personnes dans le monde, plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, ce qu'un journal papier ne pouvait pas faire dans le passé. Donc le risque, il est là. Et la responsabilité d'un État, justement, c'est de devancer ces risques, d'anticiper et d'éviter que ces risques-là ne se transforment en drame, en difficulté demain. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire tente de faire. Deuxièmement, il y a l'aspect professionnalisation de la presse, puisque désormais, la qualité de journaliste professionnel est exigée au directeur de publication. Lisez la loi de 2004, cette exigence ne figurait pas. Tout le monde pouvait être directeur de publication. Ça fait qu'on a vu en Côte d'Ivoire des hommes politiques qui étaient directeurs de publication.
puisque le directeur de publication est la personne en charge de la ligne éditoriale et des écrits du journal, on faisait exprès de mettre un homme politique. Quand il y avait des difficultés, on en faisait un problème politique, plutôt que de mettre le doigt sur la difficulté professionnelle ou la faute professionnelle qui avait été commise. Donc, dire désormais c'est un journaliste professionnel, moi je crois au contraire, ça donne des possibilités à beaucoup de journalistes de devenir directeurs de publication. Et ça remet les politiciens dans leur champ, ça les sort du domaine de la presse et ça fait que là, il y aura des personnes qui sont plus compétentes et dont c'est vraiment le boulot. Troisièmement, les conditions de création, de fonctionnement d'une entreprise de presse ont été assouplies. Avant, il fallait un capital social minimum de 5 millions de francs CFA. Allez dans la loi de 2004, vous le verrez. Dans la loi de 2017, ça ne figure plus. On vous dit seulement de créer une société qui répond aux exigences de l'OHADA. Aujourd'hui, avec l'OHADA, avec 100 000 francs, 200 000 francs, vous créez une entreprise. Donc, ça donne, de ce point de vue, plus de possibilités. Un quatrième, je pense que c'est au quatrième, qui me paraît probablement l'une des plus grosses évolutions et qui est aujourd'hui ignorée par l'ensemble de la presse, c'est l'article 89 qui précise pour la première fois que la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout moyen de publication, sous réserve des dispositions de l'article 90. Allez à la loi de 2004, vous ne verrez pas cette disposition-là. Elle est nouvelle. Autrement dit, même si une faute est commise aujourd'hui, l'État, à cause de cet article 89, ne pourra même pas mettre en garde à vue. Pour moi, c'est une avancée. C'est une évolution positive qui aurait dû être saluée par l'ensemble du monde de la presse. Ensuite, cinquièmement, la réduction des sanctions pécuniaires. Dans l'ancienne loi, et vraiment tout ce que je suis en train de dire, allez ensuite aux lois, puisque les lois sont publiques, et vous pouvez vérifier chacun des mots que je suis en train de prononcer. Dans la loi de 2004, les sanctions pécuniaires étaient comprises entre 1 et 20 millions de francs CFA. Le minimum, c'était 1 million de francs CFA. Le maximum, c'était 20 millions de francs CFA. Dans la loi de 2017, dans le projet de loi sur lequel nous avons travaillé, qui a été présenté à l'Assemblée nationale, le minimum, c'est 500 000 francs CFA et le maximum, c'est 15 millions de francs CFA. Donc là aussi, on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser l'État d'avoir durci les conditions de sanction des journalistes. Et j'ai fait exprès de tirer un certain nombre d'exemples. Le délit d'offense au président de la République, il était anciennement sanctionné par une amende de 10 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. 10 millions à 20 millions de francs CFA, le délit d'offense au président de la République. Dans l'article 92 de la nouvelle loi, délit d'offense, donc c'est le même délit, l'amende est de 3 millions de francs CFA à 5 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, on nous dit, vous voulez tuer les organes de presse. Nous sommes passés de 10 à 20 millions dans l'ancienne loi à 3 à 5 millions dans la nouvelle loi. Donc, j'allais dire, rien n'a été... Et je peux continuer. La diffamation, tribunaux, armées de terre, etc. Avant, c'était 5 millions à 15 millions. Aujourd'hui, pour les mêmes infractions, c'est 1 million à 5 millions. Donc, 5 à 15 avant, 1 à 5 aujourd'hui. La diffamation sur l'origine, la race, l'ethnie, etc., l'amende antérieurement était de 5 à 15 millions. Aujourd'hui, elle est de 2 à 5 millions de francs CFA. La diffamation envers les particuliers, avant, c'était 5 millions à 15 millions. Aujourd'hui, c'est 1 million à 3 millions. La publication de fausses informations, avant, c'était 5 millions à 10 millions. Aujourd'hui, c'est 1 million à 5 millions. Injures par voie de presse, avant, c'était 5 millions à 15 millions. Aujourd'hui, c'est 2 millions à 10 millions. Donc, quand on veut accuser la loi d'aujourd'hui, ayons au moins ce regard rétrospectif. Comparons à ce qu'il y avait avant. Nous sommes dans une société qui évolue. C'est vrai qu'on aurait préféré qu'il n'y ait même pas de sanctions pour la presse. Mais toutes nos sociétés sont régies par des lois. Toute notre activité est régie par
par des principes. C'est pour cela qu'on ne peut pas rouler en agglomération au-delà d'une certaine vitesse. C'est pour cela que je ne peux pas sortir d'ici et puis aller dans un magasin, prendre des marchandises ou même voler des marchandises et partir. Il y a des principes que nous sommes tous obligés de respecter. Là, vous avez donc des exemples clairs sur la réduction importante qu'il y a eu entre les deux lois. Ensuite, c'est l'exclusion du principe de la peine d'emprisonnement. Donc, ça va nous mener à l'article 90 qui lui aussi fait beaucoup de bruit. Le principe précédent, et là, je vais être encore plus précis en prenant les textes tels qu'ils étaient. Je vais vous les lire avant même de commenter. L'article 69 de la loi de 2004 disait exactement ceci. Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du Code pénal, quiconque par voie de presse incite au vol et au pillage, incite à la xénophobie, fait l'apologie des crimes, incite les militaires, etc., porte atteinte, etc. Donc, est passible des peines prévues par les articles 174 et 175. J'ai pris les articles 174 et 175 du Code pénal. Quiconque par geste, propos, cri, menaces, écrits, dessins, imprimés, documents, placards, etc. Bon, il y a une longue liste, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public provoque directement soit au vol, soit au crime, etc., etc. Dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement. Donc, dans le cas où cette provocation est suivie d'effet ou dans le cas où elle n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Article 174. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Ensuite, article 175 est puni des peines portées à l'article 174, donc ce que je viens de lire, quiconque par l'un des moyens visés au dit article fait l'apologie des crimes de guerre, lance des appels au public à dessein, enfin bon, etc., etc. Voilà ce que je dis. Donc, pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas en Côte d'Ivoire, sur la base de ces écrits, aller en prison avec la loi de 2004. Ce que je viens de lire permet, j'espère, de mieux comprendre. De mieux comprendre. Je n'ai pas envie d'être insultant par rapport à des textes de loi donc, qui régissent mon pays, mais j'ai le sentiment là qu'il y avait pour utiliser peut-être une terminologie douce, il y avait une illusion d'optique. Il y avait une illusion d'optique. On faisait croire clairement que sur la base des écrits, on ne pouvait plus être sanctionné pénalement, et puis on faisait un report subtil au code pénal qui permettait de sanctionner pénalement. Ce que le législateur a décidé cette fois-ci, c'est d'être plus transparent sur ça. On nous le reproche. Mais j'allais dire, je suis le premier à dire, mais si on nous le reproche, on revient à l'ancienne disposition. Puisque l'ancienne disposition existait déjà. Et qu'elle permet exactement les mêmes sanctions. Puisque le code pénal, lui, ne change pas. Le code pénal, de toutes les façons, il continuera à s'appliquer. Et si une infraction est commise, le juge qui a l'affaire en main, la première chose qu'il regardera, ce n'est pas la fonction de celui qui a commis l'infraction, c'est la nature de l'infraction. Et c'est la nature de l'infraction qui amène éventuellement à la loi qui s'applique et aux sanctions qui sont prévues dans cette loi-là. Donc si c'est une infraction qui relève du code pénal, le juge ira au code pénal. Il y a absolument... Bien au contraire, tout à l'heure, je vous ai parlé de quiconque par geste, propos, cri, menace, écrit, image, dessin, imprimé, document, placard, etc., etc. Ça, c'est dans le code pénal. Tout ça a été simplifié dans la loi sur la presse pour éviter justement, pour réduire le champ de ce qui pourrait éventuellement permettre de condamner un journaliste. Quand on ramène aux articles 174 et 175 du code pénal, ben c'est tout ce que je viens de dire. Gestes, propos, cris, menaces, écrits, dessins, imprimés, etc., etc. Si c'est ce que les hommes de presse veulent, franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je pensais qu'il y avait une évolution à réduire le champ
possible des sanctions et à le mettre clairement dans la loi de 2017, même si, j'allais dire, je n'en suis pas le rédacteur, mais cette disposition ne me gênait pas. Et je l'ai défendue telle qu'elle à l'Assemblée nationale, parce que je n'y vois absolument aucune aggravation, aucune détérioration, aucun durcissement par rapport à la loi de 2004. Sur aucun point, j'insiste là-dessus, la loi de 2017 n'est plus dure que la loi de 2004. Sur aucun point. Prenez-les, objectivement, asseyez-vous et lisez-les, vous allez voir. Qu'on me dise, oui, mais celle de 2017 continue de sanctionner les journalistes, donc voilà, on ne veut pas être sanctionné, bon, ça c'est un autre débat qu'on va mener. Mais quand on dit elle est liberticide, mais si elle est liberticide, ça veut dire que celle de 2004 était 10 fois plus liberticide. Donc si on passe de 10 à 1, ça va. On va probablement continuer. Mais sur aucun point, j'insiste là-dessus, la loi de 2017 n'est plus dure que celle de 2004. Il n'y en a pas un seul. Dans le pire des cas, c'est le même niveau. Dans le pire des cas. Sinon, c'est plutôt des baisses. La diffamation a une définition bien précise. Beaucoup de gens, parce que c'est cet exemple du carrefour de Niambli, de Guy Zotron, c'est ça? Guy Trozon, etc. Je le vois et ça m'amuse de lire tout ça. Ça m'amuse de voir l'interprétation totalement erronée que certains font d'une disposition qui est pourtant dans le sens de la protection de chacun d'entre nous ici. L'histoire de la Côte d'Ivoire, même dans 1000 ans, on en parlera. Ce qui s'est passé à Guy Trozon, dans 1000 ans, dans 2000 ans, si on veut, on en parle. Où est la diffamation? Où est la diffamation? Il n'y a pas de diffamation. Lisez la définition du terme diffamation, vous allez voir. La diffamation, elle concerne vraiment des choses qui sont très précises. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'une personne. Si vous parlez de Guy Trozon, où est l'atteinte à l'honneur de quelqu'un ici? Vous pouvez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On parle de Waterloo sans aucun problème avant. On parle des batailles de Napoléon. Alors, où peut-il y avoir diffamation? L'objectif ici, pour que finalement je vous réponde, l'objectif ici, c'est d'éviter que 10 ans après un fait, on continue, comme cela a pu se voir ailleurs, qu'on continue de le marteler, alors qu'en 10 ans, j'allais dire, vous avez changé une partie de votre vie. Cela existe même sur les réseaux numériques. Sur les réseaux numériques, vous allez voir qu'il y a 5 ans, il y a 3-4 ans même, on ne parlait pas d'oubli numérique. Le droit à l'oubli numérique, c'est nouveau. Mais comment le droit à l'oubli numérique est arrivé? Il est arrivé tout simplement parce que beaucoup de jeunes, quand ils sont jeunes, font la fête. Mettent toutes sortes de photos sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, vous êtes responsable, vous avez une famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous êtes responsable dans une entreprise, et il y a quelques années, vous ne pouviez pas effacer ce que vous avez déjà, à l'époque, mis sur vos pages personnelles. Vous ne pouviez pas. Il a fallu que le monde entier décide de la mise en place de ce qui s'appelle aujourd'hui le droit à l'oubli numérique, pour que vous puissiez saisir Facebook, que vous puissiez saisir Google, etc., pour faire sortir des choses qui ne sont pas honorables au moment où vous êtes. On aurait pu dire non, c'est votre histoire, donc il faut la garder. Mais on donne à chacun quand même la possibilité de protéger son image, s'il le veut, son image ancienne. Donc quand quelque chose s'est passé il y a 10 ans, on estime
pour protéger chacun d'entre nous, j'insiste là-dessus, parce que vous êtes aujourd'hui dans la position de celui qui pense être la victime, mais en réalité, demain, vous pouvez tout à fait vous trouver dans l'autre sens. Parce que vous faites des choses aujourd'hui, et je pense que de ce que nous faisons aujourd'hui, certains ne voudraient pas que dans 10 ans, quelqu'un se mette à évoquer cela. Bon, et dans la définition de la diffamation, vous avez vu ici qu'il y a quand même atteinte à l'honneur. S'il n'y a pas atteinte à l'honneur, il n'y a pas de diffamation. Autrement dit, si on dit quelque chose qui est véridique, j'allais dire, j'assume ce que j'ai fait. Je suis passé par telle école primaire, je suis passé par tel collège, j'ai fait telles études supérieures, etc. J'allais dire, c'est ma vie, il n'y a pas atteinte à l'honneur. Il n'y a pas atteinte à l'honneur. Voyez, donc, prenez ça vraiment dans un sens, j'allais dire, de protection de l'individu. Dans un sens de protection de l'individu, et vous, au-delà d'être homme de presse, vous êtes également des individus qui avaient besoin de protéger votre vie personnelle. Et comme je dis, là, vraiment, ça n'a rien à voir, parce qu'on lit beaucoup de choses depuis le début, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut écrire sur l'histoire du pays, voire même ce qu'on peut écrire sur une personne. Dire que telle personne a fait ci, cela, j'allais dire, où est la diffamation? Tant qu'il n'y a pas atteinte à son honneur. Et même, le droit, il est fait ensuite pour que quelqu'un juge. Donc, admettons même que vous disiez qu'il y a atteinte à votre honneur, c'est un juge qui est indépendant de celui qui a fait la loi, qui appréciera et qui dira si oui ou non votre honneur a été entaché. Vous voyez, on rentre dans des considérations qui sont totalement en dehors du champ qui était visé par la loi. La protection des sources, ça j'allais dire dans le monde entier. Dans le monde entier. Allez aux États-Unis, allez en France. Nous avons fait un tableau de comparaison. Et dans le tableau de comparaison, dès le début, j'ai dit à mes collaborateurs, évitez de prendre des pays africains, parce qu'on nous dira, on veut tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Prenez des pays dont personne aujourd'hui ne peut douter du caractère libre, etc. Donc on a pris la France, on a pris la Belgique, on a pris la Suisse, on a pris la Suède, et on a pris un seul pays africain, le Sénégal. Allez dans les lois de ces pays, vous trouverez cette même disposition. Il n'y a aucun pays dans le monde où on permet, quand on dit sauf cas prévu par la loi, mais laissez en ce moment la loi définir. Mais cette définition n'est pas faite, oui, cette définition n'est pas faite ici. Puisque ça ne concerne pas que la presse, ça concerne chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'être ministre de l'économie numérique, donc en charge notamment de la téléphonie. La situation est la même. Il y a totale protection des utilisateurs, totale protection. Mais là aussi, c'est écrit, sauf cas prévu par la loi. Quand un meurtre est commis et qu'on nous dit que dans le périmètre de ce meurtre, il y avait tel et tel numéro, la loi permet en ce moment qu'on interroge la personne qui détient ce numéro-là. Mais si vous êtes chez vous tranquillement, vous téléphonez chez vous tranquillement, que rien ne se passe, vous êtes en totale protection vis-à-vis de la loi. Personne ne cherchera à savoir ce que vous faites. Nous nous imposons cela parce que c'est la loi qui le dit. Imaginons que demain, il y a un fait grave qui... Vous savez, dernièrement, il y a eu les attaques de Grand Bassam ici. Comment on a pu remonter pour trouver une trentaine de personnes qui aujourd'hui sont sous les verrous, pour interroger 80 personnes entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire? Mais c'est tout simplement les traces sur le numéro de téléphone. Mais parce que là, il y avait un fait, il y avait un crime, et la loi permettait, dans ces conditions-là, d'interroger les personnes qui étaient plus ou moins touchées par l'enquête qui était menée.
et qui, dès le départ, a révélé qu'il y avait un téléphone perdu. À partir de ce téléphone, on a pu voir les liens, les personnes qui avaient été appelées. On a appelé ces personnes pour les interroger, puis voilà comment l'enquête a été menée. Voilà comment l'enquête a été menée. Donc, s'il n'y a rien de grave, si vous faites votre boulot normalement, je ne vois pas qui viendra vous interroger sur vos sources. Jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vous a déjà interrogé sur vos sources ici en Côte d'Ivoire? Jamais, jamais ce n'est arrivé. S'il y a une atteinte à la sûreté de l'État, oui. S'il y a une attaque grave quelque part et qu'il y a des soupçons que la personne ait été plus ou moins dans les environs ou ait été appelée, par exemple, par une personne qui a été attrapée sur le théâtre des opérations, j'allais dire, c'est vous qui vous êtes mis dans une situation. Maintenant, si c'est votre cousin qui allait faire des bêtises et que vous arrivez à démontrer que c'est juste la relation de cousinage qui est entre vous qui a fait qu'il vous a appelé, mais vous êtes immédiatement libéré. Donc, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Mais si il se trouve que vous avez pris votre téléphone pour donner des instructions à quelqu'un, pourquoi vous voulez cacher cela? Pourquoi vous voulez que les enquêteurs ne le sachent pas? Pourquoi vous voulez éviter d'être condamné pour cela? Vous êtes sorti de votre rôle. Vous êtes sorti de votre rôle. Donc, franchement, nous regardons, nous écoutons depuis le début tous les commentaires qui sont faits et j'estime que la loi de 2017 est en forte progression par rapport à la loi de 2004. Il y a peut-être à faire de la pédagogie, c'est ce que nous sommes en train de faire, puisque nous n'avons pas eu le temps de le faire entre le moment où nous avons été convoqués et le moment où la commission à l'Assemblée nationale a dû prendre sa décision. J'ai mal même quand certains peuvent l'imaginer. Le président Alassane Ouattara, en termes de liberté, ne fera jamais moins que le président Laurent Gbagbo. En termes de liberté de la presse, en l'occurrence, ne fera jamais moins que le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi on peut l'imaginer. Il a une autre vision de la gestion d'un État. Il a une autre vision de la liberté des personnes à aller, à venir, à avoir une opinion, à s'exprimer, etc., etc. Il a une totale vision sur ces questions-là qui est différente de celle de quelqu'un qui serait autocratique, dictateur, etc. Ce n'est pas du tout ce que nous voyons chez cette personnalité-là. Et une loi, quand elle arrive à ce stade de maturation, il faut savoir qu'elle est passée par un grand nombre de filtres. Donc, au-delà du président, je ne vois pas qui aurait pu même accepter que la loi de 2017 soit rendue plus dure que celle de 2004. Personne n'aurait pu y penser. Et même si quelqu'un y avait pensé, ça n'aurait jamais prospéré. Ça n'aurait jamais prospéré. Donc, vraiment, de grâce, évitons tous les débats qui se font, qui sont totalement hors de ce qui est la réalité de ces textes-là et hors du contenu de ces textes qui, encore une fois, j'invite ceux qui veulent vraiment faire une analyse, qui veulent faire des commentaires, à lire ces textes. Beaucoup ont fait de la titrologie dans le meilleur des cas. Certains n'ont même pas lu, ils n'ont même pas fait de titrologie et ils commentent. Beaucoup se contentent de faire de la titrologie, ils prennent et puis ils ont vu quelques articles qui disent que, donc, c'est vrai. Il y a beaucoup malheureusement, d'insinuations qui sont malveillantes, de personnes qui mènent un autre combat. Mais encore une fois, la main sur le cœur, et je vous invite, au-delà de la main sur le cœur, à prendre ces textes et à les lire. Vous verrez qu'entre 2004 et 2017, il n'y a que des évolutions.